Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Alors bonsoir à tout le monde, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition hors série d'Impro Blabla. Ce soir, on discute avec trois invités qui sont avec nous à distance et qui sont plus ou moins loin, chacun de leur côté, que je vais m'empresser de vous présenter. Nous sommes avec Stéphane Bénard pour commencer. Bonsoir Stéphane. Salut Armand. Ça va bien. Nous sommes également avec Annick Landry qui, elle, est à Moncton. Bonsoir. Bonsoir Annick. Et pour finir ce beau tableau, nous sommes avec Frédéric Mélençon, lui aussi à Moncton présentement. Salut. Alors, bonsoir à vous trois. Moncton, vous l'avez entendu, pour ceux qui connaissent, cela se trouve dans la province du Nouveau-Brunswick, à l'est du Québec, pour ceux qui connaissent un petit peu leur géographie. C'est une province qui est d'ailleurs francophone et anglophone, les deux à la fois, donc avec toute une belle culture qui est l'Acadie et tout ça qui vient avec, que j'avais eu l'occasion de découvrir lors d'un voyage pour de l'impro, justement, lors de la QI, la Coupe universitaire d'improvisation en 2017. C'était 9 heures de trajet aller, 9 heures de trajet retour pour s'y rendre. C'était toute une fin de semaine. Donc, je suis très content d'être avec vous ce soir pour justement discuter de vos parcours respectifs à travers l'impro notamment et aborder également le sujet de l'exploration au sens large, à la fois géographique et artistique, si on peut l'appeler comme ça. Donc, pour commencer rapidement, j'aimerais connaître un peu mieux. Je vous connais pour certains, je vous ai déjà rencontré Stéphane et Fred par exemple, mais savoir d'où vous avez commencé l'improvisation, qu'est-ce qui vous a amené dans ce beau milieu-là et qu'est-ce que vous en avez fait depuis. Alors, qui souhaite commencer? Je peux y aller. Moi, j'ai fait une dizaine d'années d'improvisation à Moncton, puis un petit peu au nord du Nouveau-Brunswick, aussi à Bathurst. Mais pour moi, ça a commencé à Winnipeg, à Saint-Boniface. C'est là que j'ai grandi. J'ai fait de l'impro secondaire là-bas, un petit peu avec une ligue adulte qui s'appelle la Ligue d'improvisation du Manitoba. Et après ça, je suis allé étudier à l'Université Moncton, qui alerte aux divulgateurs. Les trois, on a tous étudié dans cette université-là en théâtre. Puis on a même pris des cours d'improvisation à l'intérieur du bac. Puis j'ai joué à la LICUM, qui est la Ligue d'improvisation de l'Université Moncton. Passé un été au nord du Nouveau-Brunswick à Bathurst, joué dans la Ligue d'improvisation Chaleur, c'est une ligue estivale. Puis une autre ligue estivale pendant 3 saisons à Moncton qui s'appelle l'Imprévu, qui est la petite nouvelle. Il y a eu à travers des années, Annick nous en parlera tantôt, d'autres ligues qui ont existé, qui n'existent plus, la CHIAC, la LIA, tout ça. Moi, malheureusement, c'était avant mon temps. Je suis arrivé à Moncton en 2009. Puis il y a eu le tournoi aussi où on a tous participé, ça s'appelle le Zèbre d'Or, qui est comme un gros open. Dans le fond, une fin de semaine, on joue tout le monde ensemble, puis ça nous donne la chance de jouer avec du monde un peu partout au Nouveau-Brunswick. Fait que c'était un peu ça mon parcours d'improvisation au Nouveau-Brunswick. Puis après ça, j'ai décidé de venir voir qu'est-ce qui se passait à Montréal et j'ai un peu mal choisi ma saison parce qu'on en a juste eu une demi-saison à l'original. Donc, on se reprendra l'an prochain. Parfait. Donc, tu as quand même pas mal voyagé, comme on dit en France, bourlingué. Je ne sais pas si c'est une expression qui se dit, non? À partir de maintenant, je vais le dire. Donc, un voyageur de l'impro. Moi, j'ai commencé à faire de l'impro quand même assez jeune parce que j'avais un cousin qui est plus vieux que moi qui, lui, en faisait quand il était au secondaire. C'est quelqu'un qui est quand même connu dans le monde de l'impro au Nouveau-Brunswick, qui s'appelle Christian Essiam. Fait que lui, il amenait ça dans les parties de famille. On faisait de l'impro à la gang, juste toutes les comme 30 000 petits-enfants dans ma grande famille typiquement acadienne. Puis j'ai commencé là. Puis là, après ça, à l'école, quand je suis rendu assez vieux pour en faire dans les comités puis ça à l'école, j'ai commencé à faire de l'impro là. Puis j'ai juste jamais arrêté. J'ai arbitré, j'ai fait un petit peu tout dans le match d'impro. J'ai fait de l'impro à Montréal aussi, dans 2-3 ligues là-bas. J'ai participé à quasiment toutes les ligues qu'il y a eu au Nouveau-Brunswick, à part la ligue d'improvisation du Madawaska.
J'ai joué dans la LICUM, la Ligue d'improvisation du Centre universitaire de Moncton. J'ai joué dans la LIC, la Ligue d'improvisation Chaleur, qui se passe à Bathurst. J'ai fait mon chemin. Très bien, juste partout. Je suis partout. J'ai commencé au nord-ouest parce que j'habitais Edmundston. J'ai commencé pas parce que je voulais, parce qu'on est venu me chercher. J'ai aucunement envie de faire de l'impro dans ma vie. Moi, j'ai commencé par un cours d'art dramatique en 9e année. J'ai fait un espèce de personnage apparemment ultra comique. Puis le prof m'a dit « Ok, toi, tu t'en vas à l'impro. » Puis je voulais pas vraiment. Fait que pendant un an, j'étais comme la fille qui jouait pas dans l'équipe, là, mais qui devait faire tous les tournois parce qu'il y avait juste 2 filles dans l'équipe. Fait que je me suis ramassée dans l'impro comme ça, puis éventuellement, j'ai fait comme, OK, j'aime vraiment ça. Fait que j'ai vraiment fait, j'ai fait 4 ans à l'école secondaire, on est allé au jeu de la francophonie, on a eu la médaille d'or. Puis ensuite, ben, c'est ça. En même temps que j'étais à l'université, je faisais aussi du théâtre, puis dans ma façon de jouer, je pense que je suis très, très, très théâtrale et très, très, très personnage qui décroche pas. Mais oui, fait que après ça, quand ça a été fini, le gros problème, je te dirais, au Nouveau-Brunswick, c'est quand tu finis à l'université, tu fais quoi? Tu n'as plus rien, tu sais. Puis il y a eu, comme Stéphane mentionnait, il y a eu la LIA, qui était une ligue d'adultes, en fait, là, post-universitaire. Ensuite, il y en a eu 2, 3 autres. Mais tu sais, on dirait que c'est pas encore trouvé la formule, puis le public est pas encore trouvé. Fait que ça marche pour une demi-été, là, ça drop un peu. C'est fait que c'est très difficile de faire une ligue adulte. Je pense que parce qu'il n'y a pas assez de roulement aussi. Ben, tout le monde veut jouer, puis personne ne veut organiser. C'est un peu ça, tu sais. Ben, c'est ça, parce qu'on n'a pas nécessairement tout le temps non plus. Tout le monde travaille ou a autre chose à faire, ou a des enfants, ou a... Fait que, tu sais, fait que nous, ce qu'on avait fait quand moi j'ai gradué de l'université, on avait mis sur pied les impromptus. On était 6 improvisateurs qui avaient encore envie de jouer. Et les impromptus, c'était de faire vraiment des impro-théâtres. Soit des impro-théâtres ou vraiment des soirées d'improvisation vraiment à concept. Pas nécessairement, Whose Line Is It Anyway, mais vraiment de trouver des concepts différents et de les essayer. Puis ça a été vraiment cool. On a fait pendant 3 ans. Puis ce qui était vraiment le fun, c'est quand on allait dans les écoles, ils nous donnaient leur décor de théâtre, ils nous donnaient leur costume, puis ils décidaient du ton de la pièce, puis on faisait 50 minutes pour eux. Puis ça marchait, c'était super le fun, mais bon. À un moment donné, la moitié de l'équipe a commencé à plus jouer. Il y en a qui ont eu des enfants, il y en a qui sont partis à Toronto. Fait qu'on a un peu mis... et moi, j'ai eu un enfant, puis j'ai fait, OK, moi, je peux plus organiser, travailler, être en tournée, en théâtre, fait que j'y vais à petite dose maintenant à l'impro. Puis, contrairement à Fred, Annick est modeste, elle, puis elle va pas se vanter, puis elle te le dira pas que c'est une templière du temple de la renommée du Nouveau-Brunswick en improvisation, parce que ça existe, c'est une vraie chose. Ouais. On a une templière avec nous. Ouais. Ben oui. Fait que, à partir de maintenant, vous me dites vous. Ah bon, voilà. As-tu déjà gagné un prix, toi, Bénin? Oui, plein. Je vais pas les lister tout de suite, on n'a pas le temps. Donc, si je comprends bien, quand même, vous avez pu développer, explorer un petit peu partout dans votre coin tout ce qui se faisait en impro. Au Québec, on a souvent le parcours jouer au secondaire, jouer au cégep, puis éventuellement jouer en senior ensuite. Vous faites un parallèle avec ce parcours-là? Ça se passe de la même façon? Ben, je pense que oui, d'une certaine façon. Nous, on a commencé genre au secondaire, puis tu t'en vas à l'université après, mais à cette heure, ça commence à l'intermédiaire, là. Bon, il y a la Ligue qui était quand même assez rodée et qui jouait tous les ans, là, mais c'est pas dit que tu vas te rendre jusqu'à là. Parce qu'au senior, il y a 2 ligues estivales, une à Moncton, une à Bathurst. Mais quand tu veux vraiment faire de l'impro, t'es mordu d'impro, puis tu finis ton parcours universitaire, ben c'est un peu ça qui s'est passé pour moi. Je suis resté 3 ans après, ou même 4 ans à Moncton, puis j'ai joué dans ces ligues d'été-là. Puis pour donner une idée pour les gens qui connaissent pas le Nouveau-Brunswick, là, Fred et moi, on a fait pendant des étés de temps, partir de Moncton, conduire 3 heures, aller jouer un match, revenir 3 heures juste pour aller faire un match d'impro. Se coucher à 2 heures du matin, puis se lever le lendemain, puis aller travailler. Exactement. Puis tout ça parce qu'on n'avait pas d'option à Moncton. On n'avait pas le choix. On s'est dit, on veut tellement faire de l'impro que, fuck it, on va faire un road trip à tous les lundis comme des fous, puis on va aller faire ça. Puis après, la Ligue L'Imprévu est née, mais c'est une petite ligue, il y a 3 équipes, c'est du 4 contre 4, c'est bien, mais
on n'a rien à se mettre sous la dent durant la saison régulière. Puis on s'entend qu'une saison estivale, c'est quoi, 2 mois, 3 mois? Ouais. Tandis qu'une saison régulière, ben, c'est 2 fois ça. Tu sais, Ben, c'est ça, c'est que le monde qui est souvent impliqué dans la saison estivale, c'est du monde qui font d'autres rôles dans la saison régulière, sont soit coach d'une équipe au primaire, au secondaire, sont officiels, ils sont pognés quelque part dans ce monde d'impro-là. Là. La plupart du temps, il y en a d'autres qui font juste comme non, moi je vais prendre ça relax, puis je vais jouer 2 mois, puis ça va être je vais avoir mon quota d'impro pour l'année, puis on se reverra l'été prochain. Et le problème, c'est que ça donne du monde comme Fred puis moi qui passe 6, 7, 8 ans à l'université juste pour jouer 2, 3 saisons de plus. Comme Basque, un bac en impro. Ouais. C'est arrivé plus souvent que supposé, ça, qu'il y a des gens qui restent plus longtemps à l'université parce qu'ils voulaient juste continuer à jouer de l'impro. Fait que Ouais. peut-être qu'à quelque part, il y en avait qui avaient le cœur à bonne place pour avoir une ligue. Pour avoir une ligue d'été, là, mais... Mm-hmm. Est-ce que ça, vous avez ressenti ça comme un frein dans votre développement en tant que joueur et joueuse? Ben, c'est un peu pour ça. Ben, tu sais, il y a plusieurs raisons qui fait que j'ai quitté du Nouveau-Brunswick pour venir à Montréal. Et moi, c'était vraiment parce que je me suis dit, OK, sans aucune prétention, là, j'ai fait ce qu'il y avait à faire à Moncton, à ce niveau-là, puis il n'y avait pas de place. Fait que oui, ça a freiné mon développement parce que je me disais, je veux jouer plus, je veux jouer plus souvent, je veux jouer dans plus qu'une ligue, puis je veux jouer à l'année longue. Donc, une fois que j'étais arrivé là, je me suis dit, ben, il y a comme plus d'options, à part si je fais tout le travail moi-même, comme dit Yannick, on en avait parlé, on avait essayé, on questionnait, voir. Fait que moi, je pense que oui, je pense que ce qui existe est génial, puis mon amour de l'impro a vraiment été nurtured et cultivé pendant que j'étais en Acadie, mais il manque cette prochaine étape-là pour que ça mène à quelque chose. Parce que si tu investis 5, 6, 10, 12 ans de ta vie à travers tout ce voyage-là, le secondaire, le primaire puis l'universitaire, puis là, tu réalises que, OK, ben, j'ai plus rien à faire avec ça, ben, c'est un peu pour ça que je me suis dit, je vais essayer d'aller jouer dans plein de différentes ligues à Montréal. Moi, j'étais une de celles qui avait besoin de jouer d'impro, puis là, je me disais, je jouerai plus, tu sais. Mais une des raisons aussi pour ça, c'est que après l'université, et là, c'est mon point de vue à moi, tout ce qui se fait après l'université, pour moi, manque la notion de spectacle. C'est-à-dire que ça reste toujours un match conventionnel, ça reste... Puis bien souvent, même dans les ligues d'été, il n'y a pas beaucoup de public, c'est vraiment juste on joue pour nous autres, puis je suis comédienne, fait que j'aime le spectacle, puis tu sais, l'été, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais on joue dans des salles qui sont pas nécessairement équipées pour du spectacle, et moi, j'ai besoin de jouer à un niveau de spectacle, à un niveau où je sais que c'est une performance, qu'il y a des gens qui sont là, tu sais, faut que tu fasses quelque chose. C'est pas juste, des fois, j'en vois jouer, moi, puis ça leur tente même pas d'être là, puis je me dis, OK, c'est un privilège que tu as d'être sur scène, botte-toi le cul, puis travaille. Pour moi, c'est ça. Fait que, tu sais, puis on n'a pas réussi à toucher ça. Nous, on se l'est payé comme trip avec les impromptus aussi, là. De faire des spectacles de théâtre ou des concepts. On n'a jamais fait de match parce qu'on voulait pas faire de match. On était 6, on voulait jouer ensemble. On voulait pas compétitionner, on voulait pas l'esprit de compétition. Puis si on parle d'impro en Acadie, puis l'aspect spectacle, faut aussi name-dropper le SIM, le spectacle d'improvisation modifié, qui, eux autres, une petite gang d'improvisateurs ont décidé justement de fusionner l'impro-match, mais plutôt l'impro-spectacle avec des jeux un peu à la Who's Line pour un peu, ben, dans le fond, jouer, parce que je pense que ça venait un peu de cette volonté-là, puis ce désir, ce besoin de continuer à faire de l'impro-là, mais en mettant peut-être un peu l'impro-match de côté, en ayant plus vers le spectacle. Ben moi, je veux dire, pour mon développement, ma progression en tant que joueur, je veux dire, je suis d'accord avec ce que Stéphane Panic ont dit. Il faut vraiment que si tu veux continuer à évoluer en tant que joueur au Nouveau-Brunswick, il faut que tu trouves une manière autre que le match d'impro. Il y a beaucoup je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de théâtre qui utilisent un petit peu l'impro dans leur processus de création. Fait que ça, c'est une manière d'avoir ta dose d'impro, mais les ligues sont là parce que c'est juste du monde qui veut avoir du fun puis jouer de l'impro quand ça leur tente. C'est tout à fait correct. Ouais. C'est tout à fait correct. Sauf que si tu as des improvisateurs qui veulent
performer, qui veulent donner un spectacle, qui veulent se sortir de leur zone de confort, jouer dans ces ligues-là, ça peut être frustrant. Là, peut-être, tu sais, on est tous un peu d'accord là-dessus, puis je pense que c'est aussi le fait parce qu'on a quand même fait le bac en théâtre, puis on est toutes les trois comédiens, fait qu'on a cette notion du spectacle. Moi, je me souviens de m'être pognée avec certains joueurs, qui sont des très bons joueurs, mais que quand je disais, OK, mais non, mais là, si on fait un événement spécial, ben, on fait mettre des lumières, on fait mettre des on crée un show, puis ils disaient, ah ouais, on joue juste pour le fun, j'étais comme, non. Non, là, on fait un show, là. Là, on fait un show. Mais tu sentais que ça allait pas les rejoindre, c'est pas quelque chose qui les... Ils n'ont pas un intérêt pour ça, qui est correct. Tu te dis, OK, ben, moi, oui. Voilà. Ouais. Puis je pense aussi qu'on a au Nouveau-Brunswick, en général, il y a une école de pensée qui est beaucoup plus communautaire quand ça vient à l'impro. Le but de l'impro, c'est d'avoir une communauté. C'est pas nécessairement de donner un spectacle. C'est de se rencontrer, puis se faire des amis, puis ça, c'est le but premier. C'est de enlever la gêne, puis ça, je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est super bon d'avoir une communauté d'impro ouverte puis accessible à tout le monde. Sauf que pour moi, qui veux vraiment exceller dans le domaine de l'impro, c'est difficile. Oui, parce que ce que je comprends, c'est que vous avez chacun, à votre manière, atteint un plafond de verre. Il y avait cette offre-là qui existait, mais elle a besoin d'être complémentaire à une offre un petit peu différente, que vous êtes donc allé chercher chacun à votre façon, que ce soit géographiquement, que ce soit artistiquement. Oui, moi j'ai même switché de langue. Tu sais, après 15 ans d'improvisation au Manitoba puis en Acadie, jamais ce que j'avais fait une improvisation en anglais. Jamais. Ça m'avait pas juste jamais intéressé, c'est que j'avais jamais eu ce besoin-là, tu sais. Puis là, il y a eu un comedy club qui s'appelle Hell's Basement qui a décidé, on va essayer de faire vraiment version spectacle sur une petite scène de cabaret humoristique, essayer de faire quelque chose en anglais. Puis je me suis dit, OK, finalement quelque chose d'autre pour aller faire de l'impro sur une scène, donner un spectacle. J'avais essayé ça, puis malheureusement, ça aussi, ça a duré une saison. Puis les gens organisaient ça, ça existait, balbutiement, puis là, ça tombe dans l'oubli. Et donc, à travers ces solutions que vous avez, je pense, je ne sais pas à quel point les impromptus, Annick, toi, ça a été une forme justement de repartir la machine. Du moins, arrête-moi Oui, sur le coup, oui. C'était vraiment ça le but. Là. Je pense que tous les 6, on se disait, OK, mais c'est quoi, à partir de maintenant, il n'y a plus d'impro dans notre vie, ça se peut pas, tu sais. On vivait pas quasiment pour ça, mais pas loin, tu sais. Ouais. Comment ça a été non, mais on peut pas juste arrêter. Et à l'époque, comment ça a été vécu, cette approche différente sur le jeu, notamment le fait d'essayer d'autres choses, à la fois pour vous en tant qu'équipe, mais aussi pour le public? Les impromptus, ça? Ouais. Ça a été super bien accueilli. On a un super public. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment au niveau de l'équipe était rendue à un point que tout le monde est parti sur des les vies, tout le monde change, puis tout le monde s'est un peu séparé, tu sais. Mais non, ça avait super bien marché, tu sais, puis c'est sûr qu'on ne pourra pas le remettre. Mais il y a encore cette envie-là, mais l'impro-théâtre en tant que tel, c'est pas nous qui l'a inventé. On avait Michel Albert sur notre équipe qui... Je pense que tout ce qu'il fait dans la vie, lui, c'est de se coucher le soir et d'essayer de penser à des concepts d'improvisation malades. Fait que là, il arrivait de dire, OK, la semaine prochaine, on fait un concept vraiment... là, on faisait oui, Michel. C'est lui qui décidait, mais tu sais, juste le fait qu'on faisait pas des matchs, ça faisait du bien, ça rappelait du spectacle. C'est ça qu'on voulait dans le fond. J'allais juste dire que je pense que je suis hyper reconnaissant pour le temps que j'ai passé au Nouveau-Brunswick, puis j'ai vraiment grandi comme improvisateur. Puis je pense que le fil conducteur en nous trois, c'est que les trois, on en veut plus. On est juste des mordus puis des passionnés de l'impro. Puis quelque chose que j'ai réalisé en arrivant à Montréal, c'est que ça a beaucoup évolué avec le temps, les catégories, le style de jeu, la manière de voter. C'est toutes des choses qui ont beaucoup, beaucoup changé. Puis le Nouveau-Brunswick a pas encore intégré ces affaires-là. Les catégories sont encore très classiques. Le vote est très classique aussi parce que dans la Ligue, l'original rocambolesque, il y a le vote participatif. On peut voter pour l'impro qu'on a le plus aimé, évidemment, comme d'habitude, mais on peut voter pour si c'était bon ou si c'était pas bon. Dans le fond, pour Annick et Fred, est-ce que vous pensez que c'est le temps que ça évolue un peu, qu'on intègre plus de catégories, qu'on ait exploré d'autres formes? Je dis pas tout changer,
mais à quelques différents niveaux, si tu as le temps d'explorer plus loin. Ben, moi, j'aime l'uniformité de juste le trait classique gravélien. Mm. Je trouve que ça, c'est important de conserver ça, mettons, au secondaire. C'est la fondation, c'est la base. Oui. Quand tu joues au hockey, tu commences par apprendre à patiner. Fait que quand tu fais de l'impro, tu commences à faire le classique. Mm-hmm. Puis après ça, ben, l'explorer différemment. Oui, I guess, sauf que le problème, c'est qu'au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas assez de place pour différentes ligues. Je pense que c'est ça notre problème aussi. Nous trois, on est des joueurs qui veulent performer, qui veulent faire du spectacle. Puis, OK, mais on peut pas se partir une ligue s'il y a une autre ligue ou deux autres ligues qui, eux autres, veulent juste faire de l'impro pour avoir du fun, parce que soit on va manquer de joueurs, soit on va manquer d'officiels, ou soit on va manquer de public. Ou peut-être les trois. Fait que c'est ça le problème, c'est que en ce moment, il y a une façon de penser au Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Puis le monde qui adhère à cette façon de penser-là ont en masse de choses à faire, d'être impliqués en impro au Nouveau-Brunswick. Mais ceux qui pensent un petit peu différemment, il n'y a pas nécessairement de la place pour nous. Mm-hmm. Puis ça, en fait, je pense que au Nouveau-Brunswick, moi, je suis d'accord avec l'uniformité au niveau intermédiaire, au niveau secondaire. En fait, quand c'est compétitif, à un moment donné, si les deux équipes n'ont jamais joué de la même manière, comment tu veux compétitionner? Fait qu'à quelque part, moi, il faut qu'il y ait une base qui est pareille partout. D'avoir des catégories différentes, ça va, ça aussi, là. Mais ça reste dans la même base, les mêmes règles de jeu de base, là. Mm-hmm. Mais après l'université, il n'y en a plus de compétition. Fait que là pour moi, c'est le temps de décoller sa dérape puis de faire autre chose, puis de renouveler la chose, puis de mettre de côté tout ce qui était le cadre de base ou la base, puis de voler. C'est ça. C'est qu'une fois que tu as fini l'université, tu n'as plus besoin de faire la base parce que tu es, entre guillemets, un professionnel. Puis un professionnel d'impro, tu as fait 10 ans de carrière une fois que tu as fini l'université. C'est le temps d'enlever les training wheels sur le bicycle puis décoller, là. Je suis d'accord pour l'intermédiaire puis le scolaire, qu'il faut que ça soit uniforme, puis c'est pédagogique, puis tout ça, mais à l'universitaire, si il y a une université, exemple l'Université Moncton, qui pige dans un bassin d'une quinzaine de catégories d'improvisation, puis là, à chaque année, on va participer à la QI avec des universités partout au pays, puis eux ont accès à 80, 100, puis j'exagère pas, là, c'est vraiment ça, j'ai vraiment lu les listes, il y en a une centaine de catégories acceptées maintenant. Armand, il fait plus. Ça dépend des ligues. On peut y aller jusqu'à 150. Puis là, on arrive à la QI, puis on réalise, OK, il nous manque 100 catégories. C'est quoi ça, une Taxi, Vidéotron, Caméléon renversé? Ouais. Il me semble que je me vois, moi, avec ces catégories-là, puis que l'équipe comprend rien, puis qui fait « Vas-y, Yannick ». Exact. Ouais. Mais tu sais, on n'a pas besoin de faire face à ça. On a juste à intégrer quelques-unes de ces catégories-là à l'universitaire parce qu'on sait qu'on va les voir à la QI. Mais je suis très intéressé par ce que vous êtes en train de dire, la façon dont vous percevez justement cette façon de jouer. Mais c'est toujours plaisant. Moi, je trouve que faire de nouvelles catégories, en général, je suis pas très studieuse comme improvisatrice. Même si on me le dit d'avance, je ne vais pas vraiment vérifier. Puis je le sais que je devrais aller parce que rendu sur le banc, je vais faire comment shit, je me suis fait avoir. Ouais. C'est un peu ça la nature de l'impro, hein? C'est déstabiliser, puis... Puis ça finit par rentrer dans l'impro, en plus, puis ça marche, ça finit par marcher, puis là, à la fin de l'impro, je fais « Ah, là, j'ai compris c'était quoi! » C'est un état d'esprit qui se retranscrit aussi avec ce que je vais appeler grossièrement la relève. Les joueurs, ils ont vu leurs aînés jouer, ils ont vu des catégories, ils les ont faites justement très tôt au secondaire, mais ils aspirent à avoir d'autres choses. De mon expérience personnelle, quand j'arbitre dans des ligues, dans des tournois, dès que j'arrive avec une catégorie un petit peu funky, puis Stéphane, tu le sais, là, je m'amuse toujours à changer des petites affaires. Et ça, les joueurs, oui, ils sont déstabilisés,
mais de ce qu'ils m'en disent, ils aiment ça. Ils disent c'était fun cette catégorie-là, je la connaissais pas. Puis bien entendu, moi je pars du principe que je n'invente rien, je m'inspire de ça et là, puis après on peut faire le mix qu'on veut. Mais cette inventivité-là qu'on leur propose parfois leur permet aussi de se développer, se nourrir d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être une question qui s'appliquera aux trois en fait, mais Stéphane et Fred, quand vous êtes venus à Montréal, toi Stéphane, tu disais que ça t'avait comme presque un choc, je sais pas si le mot est trop fort, mais comment vous avez intégré cette façon de jouer différemment? Et moi, j'ai adoré ça. Je cherchais ce défi-là d'aller vraiment explorer ailleurs puis me déstabiliser parce que les 12 catégories de base, on les connaît, hein, les rimer, les chanter, tout ça. Puis il y a une espèce de mécanisme à un moment donné où on se dit, OK, ça a fonctionné, je vais travailler là-dessus, puis on devient confortable. On oublie le confort quand on rentre dans des catégories qu'on n'a jamais vues. Puis moi, je trouvais ça fascinant. Puis pour aller fouiller. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Armand, je suis allé sur une page d'Improvisation Québec sur Facebook en demandant est-ce qu'il y a un répertoire de toutes ces catégories-là. Puis je me suis amusé à les creuser, puis à les lire, puis à les étudier. Et à chaque fois que j'en ai vu une que j'avais jamais vue de ma carrière d'impro, c'était comme le Noël de l'improvisateur. J'étais là avec les yeux comme des 2 piastres, puis j'étais émerveillé. Une caméléon dégénérative, j'ai trouvé ça fabuleux. C'est 5 joueurs qui jouent chacun différents personnages. On siffle après 2 minutes. Il y a 2 improvisateurs qui disparaissent. Les 3 qui restent jouent les 5 personnages. Donc, ils changent de personnage. On siffle encore 2 minutes plus tard. Il reste un improvisateur qui joue les 5 rôles qu'on voyait sur scène. Mais ça, c'est super le fun. Mais l'argument qu'on va entendre de Nouveau-Brunswick, c'est « Ah, ça, c'est un jeu d'impro. » Ça, c'est quelque chose qu'on va faire en pratique. C'est une formation d'impro. Mais niveau spectacle, c'était vraiment spectaculaire. Moi, j'ai adoré ça. Moi, je me suis lancé au jeu, puis c'est juste une forme différente. Puis, je vois pas ça. Je sais pas. Comme tant qu'à faire ça, une caméléon dégénérative, peut-être juste faire un spectacle de différentes formes, pas nécessairement l'ajouter dans un impro match, ou je sais pas, ça me dérange pas. Faites ce que vous voulez. En même temps que le monde a du fun, puis le public a du fun. Comme c'est ça qui est l'important. C'est ça, c'est la structure du match qui est importante. Si ça marche dans ta structure de match, oui, sure, vas-y. Sauf que si tu fais une catégorie qui peut-être met une équipe à désavantage, si c'est une vraie compétition, comme un tournoi ou quelque chose du genre, je suis pas sûr. Mais si c'est une ligue où la compétition est un petit peu comme une illusion, où comme on se ramasse tout après, puis on boit toute une bière ensemble, puis les chandails s'en allent, puis les équipes disparaissent, ça, m'en crisse, on fait ce qu'on veut, on a juste du fun ensemble. Mais ça retombe sur le briefing de l'arbitre un peu aussi. Oui. J'ai arbitré cette année à la LIRTA, une ligue d'improvisation secondaire à la Rive-Nord de Montréal, puis Laval, puis tout ça. Puis on s'attend à ce que la grosse ligue, la Ligue A, ce que les joueurs sont capables de faire 80 différentes catégories d'impro. C'est quand même énorme pour des jeunes du secondaire, tu sais. Mais ça tombe à l'arbitre d'aller les voir avant, dire est-ce que vous vous rappelez de celle-là, ils vont l'avoir pendant le match. Tu fais un petit briefing, puis comme ça va sur des roulettes, puis les 2 équipes sont au même niveau en commençant cette impro-là. Ouais. Je pense aussi que ça va dans le... Ouais, c'est peut-être au niveau de la mentalité aussi. Quand il arrive une nouvelle catégorie, tout le monde est comme OK, on a un défi. Non, c'est pas juste partie du match, comme le reste, je veux dire, arrêtez de faire comme si je veux pas le faire parce que je connais pas ça. Tu sais c'est quoi le rimé puis tu rentres pour pareil. Okay. Oui, absolument. Allons-y. Mais c'est ça, comme moi, je veux dire, il y a beaucoup de ces catégories-là que moi je vois comme étant pas vraiment des catégories. Comme il y en a une que j'ai vue, c'était la catégorie, c'était loi absurde. Puis tout ce que c'est que ton thème, c'est une loi absurde qui existe vraiment. C'est pas une catégorie, c'est juste un thème. À la manière d'une loi absurde. Ouais. C'est vrai. Dans le cadre du match, c'est vrai que ça peut être considéré comme une catégorie parce que la source d'inspiration n'est pas une phrase ou un mot qui rentre sur le carton, mais la façon dont moi j'aborde justement en tant qu'arbitre quand je donne mes cartes, c'est en termes d'inspiration, d'impulsion. Oui. Et
au final, ça s'inspire presque de l'état d'esprit comme ça se joue dans le milieu anglophone. Tu sais, aux États-Unis, ils disent pitchez-moi une anecdote qui vous a raconté, puis là on part. Et le Armando, c'est que ça. Parce que les anglophones me parlaient de improv games qui sont vraiment pas canadiens. Canadian Improv Games. Il y a plein de choses à aller chercher là-dedans, justement. La plupart de mes catégories, moi, c'est des choses que j'ai vues en anglais, que comme toi, Stéphane, tu allais me documenter, puis tu les adaptes, tu fais juste les adapter. Et il y a vraiment plein de choses, donc ça sera... C'est ça, comme j'ai rien contre les catégories. J'ai absolument rien contre. Je ne l'approche pas avec une catégorie, entre guillemets. À un moment donné, quand j'arbitrais la Ligue d'improvisation universitaire, à tous les matchs, j'avais une improvisation dont mon thème était une image, puis une improvisation où mon thème, c'était un son, qui change un petit peu la façon dont on approche l'impro, parce que c'est pas une phrase, c'est pas un mot, mais c'est pas pour autant une différente catégorie. Puis oui, il y a des catégories qui changent puis ça dépend encore une fois de c'est quoi ta ligue, c'est quoi ton public, c'est quoi tes joueurs. Mais ça revient à une case départ. C'est comme ce que Armand disait. Comment on commence cette improvisation-là, puis de quoi on s'inspire dans le fond. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de façons d'inspirer des gens. Même si on garde les 12 catégories de Gravel, puis si on en ajoute, OK, c'est juste un différent carton. Tant que c'est clair puis que c'est là pour... C'est ça. Moi, je pense que la catégorie devrait être là pour soit inspirer les joueurs ou leur donner un défi, comme un petit peu un jeu d'adresse au hockey. Parce que je pense que les catégories en soi, pour moi, c'est quand tu ajoutes une catégorie complexe, plus difficile, qui est vraiment un défi, là, on assiste à une prise de risque. Et un spectacle est toujours plus intéressant avec une prise de risque. Fait que ça ajoute beaucoup à ce niveau-là aussi. Dans les shows du Ciel du Soleil que j'ai vu, le numéro qu'on a tous aimé, c'est le numéro où on avait vraiment l'impression que le gars pouvait vraiment se tuer. Il y avait une prise de risque. Fait que c'est vraiment, là, tu sens des joueurs en danger, tu sens des joueurs fébriles, des joueurs qui savent pas dans quoi ils se lancent, et là, ça devient intéressant. C'est là qu'en tant que public, tu as l'impression que tu prends part à quelque chose d'unique, tu les vois en danger, puis c'est un peu ça la base de l'impro, quelque chose d'électrique qui est éphémère, qui existe juste une fois, puis c'est jamais confortable. T'es jamais dans tes pantoufles quand tu es en train d'être défié tout le temps, puis mis au défi avec des nouvelles catégories, puis des nouveaux défis. Je pense que c'est ce qui me manquait, moi, en fait, quand j'ai gradué, puis quand je suis partie de l'université, puis que j'ai fait on voulait continuer à faire de l'impro. Pour moi, ça devait être plus de risques, plus de plaisir sur scène, plus de spectacle, dans le fond. Juste pour te mettre au courant, des fois, dans les impromptus, c'est toujours des spectacles à contraintes. C'est des contraintes, ce qui fait que là, tu as une plus grande prise de risque. Mais des fois, quand on trouvait que les contraintes étaient pas assez, on avait le droit, en tant qu'impromptu, quand tu es dans les coulisses où tu joues pas, de donner une contrainte à un autre. Genre, pour les 20 prochaines minutes, ton personnage n'a pas le droit de marcher. C'est le genre d'affaire de même, mais il y a juste nous autres qui le sait, là. Le monde dans la salle ne le sait pas. Mais... OK, c'était pas annoncé dans le cadre du spectacle, là. Pas tout le temps. Okay. Des fois, c'était... Oui. Des fois, moi, j'arrivais backstage, puis je regardais, je sais pas, Caroline, je disais, dans la prochaine scène, tu brailles. Puis, peu importe où ce qu'on était rendu dans notre impro-théâtre, on savait même pas si on était rendu à la fin ou non. Ouais. La prochaine scène, il faut que tu trouves une façon de broyer puis ça marche dans le show. Je me rappelle aussi une soirée où vous aviez fait tirer des dards sur une carte pour savoir où l'impro se passait. Là. Oui. Ah, c'est le fun, ça. C'est des contraintes qui sont vraiment le fun, mais c'est ça. C'est là où tu te rends compte qu'il y a certains endroits dans le monde que tu sais pas que ça existe. Ouais. Pour finir, ce besoin d'exploration que vous avez chacun ressenti, est-ce que vous avez envie, je vais essayer d'être le plus clair possible, est-ce que vous l'appréciez en tant que tel, dans le sens que ça vous galvanise en tant qu'improvisateur et improvisatrice? Est-ce que c'est quelque chose qui vous définit, selon vous?
Ou est-ce qu'à un moment donné, vous voudriez vous dire j'aimerais enfin trouver le modèle qui me plaît et continuer là-dedans? Moi, je pense pas qu'il existe le modèle qui me plaît, là. Pour moi, le modèle qui me plaît, c'est que ça change continuellement, puis qu'on se lance des défis à mesure. Ouais, je sais pas si je réponds bien à ta question ou non, mais j'ai toujours envie que ça va plus loin ou que ça. Puis je suis chanceuse, je me fais offrir de jouer dans des spectacles qui sont jamais vraiment conventionnels ou fait que je continue à ce niveau-là. Moi, je suis dans ma lune de miel à Montréal qui malheureusement est coupée court, mais je pense que tout ça, pour moi, d'aller découvrir des ligues qui, dans un milieu, peut se permettre d'être hyper spécialisées, des ligues de 3 contre 3 avec de l'argent sur la table pour le Punch Club, des ligues de survie où on élimine des joueurs au fur et à mesure, c'est des trucs que moi, j'adore découvrir ça. Fait que c'est un peu dans le sens d'Annick, je pense que tant que ça me met au défi, puis qu'il y a de la place où je peux évoluer, je vais vouloir aller essayer ça. Je vais vouloir aller faire une ligue où il y a, dans les mix, il n'y a pas de vote pour les équipes. Si tu votes pour la qualité de l'improvisation, yes, je me lance à 100%. C'est un peu comme Annick disait, tu sais, je connais pas ce style-là, je me lance. Je fais un personnage, je raconte une histoire, c'est la même base. Tu sais, on donne un show. À partir de là, c'est de la découverte. Puis je pense que la découverte puis la prise de risque, pour moi, c'est la base de l'impro. Au pire, tu pognes un non-respect de la catégorie, puis fini là. Tu sais, honnêtement... Au pire, tu shoots dans le pied solide, là, puis ça arrive quand même. Mais tu donnes un show, puis le monde rit, c'est ça. Dans le fond, le but, c'est que tout le monde soit diverti, puis tant qu'on divertit puis qu'on donne un show. Moi, ma formule idéale, je l'ai dit plus tôt, c'est une ligue où je suis vraiment forcé à amener mon meilleur à chaque soir. Où je peux pas m'assire et faire whatever. Je care pas pour cette impro-là. Ou je peux pas rentrer dans un impro en disant bah, je vais l'avoir. Ça c'est ma ligue préférée ou c'est pas même, ça n'a même pas besoin d'être une ligue. Mon format d'improvisation préféré, c'est un format où à chaque fois que j'embarque sur scène, j'ai pas le choix de donner mon meilleur. Oui, puis moi, ça revient au même que ça revient à la même chose que je disais tantôt c'est un privilège de jouer. Oui. Moi puis les deux, Stéphane et Fred me connaissent assez pour savoir que si je vois quelqu'un qui n'a pas vraiment envie d'être là ou qui joue juste, je vais lui dire, fais gaffe, t'as pas envie d'être là, t'es plate, tu fais perdre de temps au monde. Ça m'est déjà arrivé au milieu d'une saison de faire, regarde, moi donne ma place à quelqu'un d'autre. Parce que tout de suite, je suis pas en train de performer à mon maximum. De t'épanouir. Je suis pas en train de m'épanouir. Je suis pas en train de. Puis tu sais, tout de suite, je suis sur scène. Puis je gagne des impros que j'ai pas le goût de jouer dedans. Puis je perds des impros, puis ça me dérange pas. Comme pas que ça devrait te déranger parce que t'es mauvais perdant. Mais ça devrait. Je trouve que quand tu perds un impro, tu devrais quand même avoir le petit. J'aurais pu forcer un petit peu plus, j'aurais pu. Puis tu sais, dans cette ligue-là, je carais pas. Je rentrais, j'arrivais 10 minutes avant le match, je mettais mon chandail, j'embarquais, je faisais mes affaires, je sortais. Puis l'organisateur m'a dit non, t'as pris un engagement, tu peux pas partir. J'ai fait OK. Je suis resté toute la saison, même si j'avais pas le goût. Loguer ça sur l'autopilote. Ouais. Ça, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour le public, c'est pas bon pour l'équipe. Non, mais ce qui est bon, c'est que tu le ressens, par exemple. Nous, on avait ça dans les impromptus, c'était 6, puis on joue un impro-théâtre d'1h15, on le voyait avant le spectacle. Avant de commencer, t'en avais comme 3 qui étaient comme sur la croix, qu'on dirait, là. C'est OK, c'est votre match à vous 3, clairement. Nous, on va jouer les personnages secondaires. Mais tu le savais, là, qui était in. Tu savais que c'était le match à qui, tu sais. On le savait tout le temps, mais tu sais, on se connaissait beaucoup aussi, on était des super bons amis. Fait on le savait à qui lancer la balle, puis on savait aussi quand t'es sur scène, quoi dire pour s'assurer qu'un tel rentre. Donc, tu veux avoir telle personne, tu sais quoi dire pour que cette personne-là comprenne. Fait que là, ça devient de la complicité, puis ça devient juste,
raide, là. C'est le fun. Il y a un défi humain avec ça, tu sais, il ne faut pas oublier. On est tous des humains, on a tous notre bagage, on porte toutes des affaires. Oui. Puis c'est important de checker qui, comme tu disais, est à quel niveau, puis sur qui on peut compter cette soirée-là. Et pour conclure sur ce que disait Frédéric, c'est un peu le danger de chaque personne qui fait de l'improvisation. Je vais trouver mes mots. Cette fatigue. Cette fatigue, exactement, de jouer, ça prend d'aller explorer d'autres choses comme vous l'avez fait pour, comme je l'avais dit tout à l'heure, repartir la machine et continuer à découvrir des choses. Et on se rend compte que plus on découvre des choses, ça je l'avais déjà dit dans un autre podcast, plus on découvre des choses, plus on se rend compte qu'il y a des choses à découvrir. Donc finalement, c'est infini, mais ça prend l'énergie et la volonté de le faire. Absolument. Je pense que même si on a pris des pauses puis qu'il a fallu renouveler cet amour-là pour l'impro, je pense qu'à notre façon, on est tous absolument encore amoureux de l'impro, non? Ben oui. Oui, voilà. Ouais, absolument. Fait qu'on fait un match quand? Là, let's go! L'éternelle question, hein? C'est qui l'organise? Alors, quoi de mieux pour finir cette belle discussion. Merci encore pour vos apports, vos expériences et vos réflexions. J'espère que ça pourra nous pousser à aller plus loin, comme on l'a mentionné, et à réfléchir encore davantage. Donc, merci beaucoup Stéphane, Annick et Frédéric pour cette discussion. On espère vous recroiser très bientôt, en vrai cette fois-ci, et improviser, pourquoi pas, sur scène avec vous. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci Romain. Bye bye. Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca/improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.